Albert Camus, bien sûr, on pense tout de suite au romancier, à l'étranger, au prix Nobel. C'est l'image qu'on a tous en tête. Mais ce qu'on sait moins, c'est que derrière cet écrivain se cache un penseur politique incroyable, un journaliste passionné. Ses idées, il ne les a pas trouvées dans les livres, mais vraiment au cœur des heures les plus sombres du XXe siècle. Alors, c'est dans cette pensée-là qu'on va plonger ensemble. Une pensée qui est née du chaos de la guerre et qui, vous allez voir, résonne d'une manière assez folle aujourd'hui. Alors, on commence. Le sang de la liberté. Paris, août 1944. Une révolution commence. Il faut s'imaginer la scène. On est en plein mois d'août 1944. Paris est en feu. Littéralement. C'est la libération. Et pour beaucoup, c'est la victoire. Mais pour Camus, non. Pour lui, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas juste une victoire militaire. C'est la naissance, dans la douleur et le sang, d'une toute nouvelle France. Une nouvelle espérance. Et au cœur de cette tourmente, il y a un journal. Un journal clandestin, Combat. Et à sa tête, il y a Camus. Sa plume, à ce moment-là, c'est une véritable arme. Ces éditos qu'on retrouvera plus tard dans ce recueil actuel, eh bien, ils sont d'une lucidité implacable. Ils dissèquent sans concession tous les défis gigantesques qui attendent la France. Écoutez bien ça. Une fois de plus, la justice doit s'acheter avec le sang des hommes. C'est ce qu'il écrit le 24 août 1944. C'est d'une brutalité, mais c'est ça, la lucidité de Camus. Il ne cherche pas à embellir les choses. La réalité, elle est là, terrible. Et pour lui, ce sang qui coule, ce n'est pas pour rien. C'est le prix terrible mais nécessaire pour un avenir débarrassé des injustices du passé. Et il va plus loin. Pour lui, ce terrible enfantement est celui d'une révolution. Voilà, le mot est lâché. Parce que, une fois que les fusils se taisent, le plus dur commence. Il ne suffit pas de libérer Paris. Non, non. Maintenant, il faut la construire, cette révolution. Il faut lui donner une âme, des principes, une morale. C'est là, en fait, que le vrai travail commence. Alors, section suivante, le devoir du journaliste, forger une nouvelle voie pour la France. Et la question, c'est comment on construit cette révolution? Eh bien, pour Camus, le premier outil, c'est la parole. Mais pas n'importe laquelle, une parole honnête. Et donc, le premier chantier, c'est la presse. Il faut tout reconstruire. Parce que pour lui, la presse d'avant-guerre a été une catastrophe. Corrompue, médiocre, elle a sa part de responsabilité dans le désastre. Sa vision du journalisme, qu'il appelle le journalisme critique, elle est radicalement ambitieuse. Pour lui, un journal, ça ne doit pas juste raconter ce qui se passe. Non, ça doit être un outil pour élever le débat, pour apporter de la clarté, pour être une sorte de boussole morale. Ce n'est pas un miroir qui reflète les faits, c'est un marteau pour forger des citoyens plus réfléchis, plus responsables. C'est un véritable appel à la conscience collective, en fait. Et il a des principes très clairs pour ça. C'est un vrai manifeste. D'abord, informer bien, pas seulement vite. Ça, c'est une claque directe à la course au scoop, déjà à l'époque. Ensuite, fournir un commentaire critique, utiliser un langage clair et surtout, libérer le journalisme de l'influence de l'argent. Ça, on est presque dans l'utopie, mais c'est son idéal. En gros, il demande de l'intégrité, du courage, on est à des années-lumière de la recherche du buzz. Ok, nouvelle partie, morale et politique, la recherche d'un équilibre impossible. En fait, cette exigence qu'il a pour la presse, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a la question qui le hante. Comment on fait pour que la politique soit morale? Comment réconcilier les deux? Et pour lui, le grand combat philosophique de son temps, il se résume à ça. Comment faire cohabiter la justice et la liberté? Et là, on touche au cœur du problème, le grand défi. D'un côté, on a la justice pour tous, l'idée que l'individu doit parfois s'effacer pour le bien commun. Le risque, bien sûr, c'est d'écraser la liberté personnelle. Et de l'autre côté, on a la liberté pour chacun, la liberté totale, y compris celle du banquier, de l'ambitieux, et là, le risque, c'est de retomber direct dans l'injustice sociale. C'est un dilemme fondamental. Et cet équilibre hyper précaire, franchement, c'est encore le nôtre aujourd'hui. On passe maintenant au concret, le prix de la justice. Vengeance, charité et l'après-guerre. Parce que ces grandes idées, elles vont se confronter à une réalité brutale. La question de l'épuration. Qu'est-ce qu'on fait des collaborateurs? Là, c'est le test ultime pour la nouvelle conscience morale que la France essaie de se construire. 34. Ce chiffre, il est important. C'est le nombre de Français qui ont été torturés puis assassinés à Vincennes. Pour bien comprendre pourquoi les gens crient justice et pas pardon, il faut se rappeler de ça, de l'horreur pure. Camus cite cet exemple précis. Face à une telle barbarie, la question du pardon, elle devient presque indécente. Et pourtant Camus insiste là-dessus. Ce n'est pas la haine qui parlera demain, mais la justice elle-même, fondée sur la mémoire. C'est une nuance capitale. Pour lui, il ne s'agit pas de vengeance aveugle. La justice, ce n'est pas la haine. C'est une question de mémoire, de fidélité à ceux qui sont morts. On ne peut pas, dit-il, construire l'avenir en crachant sur le passé et sur le sacrifice des victimes.
Et ça donne lieu à un débat public hyper célèbre avec un autre grand écrivain, François Mauriac. C'est vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, on a Mauriac. Lui, il parle de charité chrétienne, de pardon. Il dit qu'il ne faut pas ajouter de la haine à la haine. Et de l'autre, on a Camus qui lui répond « Je refuserai une charité divine qui frustrerait les hommes de leur justice ». Pour lui, la justice est une affaire humaine. Et sa phrase la plus forte, c'est peut-être celle-là « Le pardon, ce n'est pas à nous, les vivants, de le donner. Il appartient seulement à ceux qui ont été tués. » On arrive à la dernière partie. Choisir l'humanité, un avertissement pour une ère nouvelle. Au fond, si on résume, toute la pensée politique de Camus, elle converge vers un seul et unique point, une philosophie pour l'humanité. C'est ça son but. Une pensée qui est née dans les cendres de la guerre, mais qui est complètement, obsessionnellement tournée vers l'avenir. Et puis, un événement va tout faire basculer. Le 8 août 1945, le monde se réveille et apprend l'existence d'une nouvelle arme. Une arme d'une puissance absolument terrifiante. C'est Hiroshima. L'ère atomique vient de commencer. Et Camus, lui, comprend tout de suite. Il comprend que l'humanité vient de franchir un point de non-retour, un point catastrophique. Sa réaction est immédiate, cinglante. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Pour lui, cette civilisation mécanique, c'est un monde où la technique, l'organisation, l'efficacité ont pris le pas sur l'humain. Et la bombe atomique, c'est l'apothéose de cette logique. Ce n'est pas du progrès, c'est le summum de la barbarie, le perfectionnement du meurtre de masse. C'est la première fois que l'humanité a entre ses mains les moyens de se suicider. Alors face à cette nouvelle menace, ces principes ne sont plus de la théorie, ils deviennent un appel à l'action, un appel urgent. Il faut défendre la dignité humaine par des moyens qui restent dignes, préférer le désordre à l'injustice. Et surtout cette phrase incroyable, servir l'humanité même sans la certitude de la sauver. C'est ça, l'esprit de la révolte chez Camus. En fait, il nous propose une ligne de conduite, refuser les solutions toutes faites, dire non à la tyrannie et se battre pour la dignité, même et surtout quand le combat semble perdu d'avance. Et il nous laisse avec ça. Une dernière chance. Face à ce nouveau monde terrifiant, il pose la question, et le choix est d'une simplicité brutale. C'est soit l'enfer, soit la raison. Il n'y a pas de troisième voie. C'est la question qu'il pose en 1945, mais quand on y pense, c'est une question qui, aujourd'hui encore, nous regarde droit dans les yeux.